soir. Pour cette conférence, alors qui tombe pas forcément le bon jour, parce qu'on est un peu entre les mouvements de grève, les trains problématiques et les élèves qui banalisent, qui sont mobilisés, banalisés. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Enfin, ceux qui sont pas là, bon, bref, c'est peut-être pas forcément le bon jour, mais on a maintenu. On a quand même une assemblée intéressée. Mais voilà, donc. Ça va peut-être se vider. Ah non, je pense pas. Non, j'ai garanti à quelques-uns. J'ai dit, mais venez, vous verrez, ça sera passionnant. Alors, c'est vrai que je me suis dit, mais François Chalin, c'est plus ma génération quelque part au quotidien. Je suis en retraite depuis 15 ans. Oui, mais donc, oui, parce qu'on est quelques-uns dans la salle à avoir été quand même bercés de Métropolitain, qu'on adorait attendre l'heure pour écouter Métropolitain, qui cause ça. Voilà. Et puis on a tous lu un de vos livres, au moins un de vos livres sur les grands travaux de François Mitterrand. Donc voilà. Donc bonjour et bienvenue à Strasbourg. Et puis voilà, j'espère que vous avez pendant 1h30, dites-vous, vous allez nous faire voyager et nous raconter certainement des choses passionnantes. Donc à vous. Il faut déjà que je vois si je sais me servir de cet ordinateur. Non, je ne sais pas me servir de cet ordinateur. Si, c'est bon, parfait. Ah, c'est pas bien. Voilà. Bonjour. C'est mon premier retour dans une école d'architecture depuis 14 ans. Très émouvant quand même. Enfin, je ne suis pas à la retraite. Je ne suis pas du tout un partisan de la retraite à 60 ans. À 72 ans, j'ai 74 et je travaille 10 ou 12 heures par jour, très volontiers. C'est vrai que je fais un beau métier. Ce qui n'est pas le cas de vous pour vos architectes à venir, qui ferait un métier difficile. Bien, je vais vous faire une petite conférence que j'ai déjà faite une fois. Bon, il faut comme elle est assez compliqué, je préfère l'utiliser une deuxième fois. Je l'ai faite il y a 5 ans au Collège de France. Et c'est une conférence dont je pensais qu'elle pourrait intéresser les étudiants parce qu'elle parle de... Et il y a besoin d'un micro ou pas? Au fond? Un petit peu, oui. Bon. Je pense à l'enregistrement de... Ah, donc c'est une conférence... Je pense qu'elle était assez intéressante pour les étudiants parce qu'elle traite des rapports d'architecture et politique sur une période historique que vous ne connaissez pas, qui est assez lointaine maintenant pour vous, qui est celle qui commence avec le gaullisme en 1958. Donc vous verrez défiler comme ça divers moments politiques. Et c'est autour de l'idée de grands projets présidentiels qui est un peu une spécialité française. Alors, puisque nous sommes dans une école, puisque je devrais donc m'adresser à des écoliers, je me suis dit deux choses. Puisque ce sont des enfants ou des sortes d'enfants, tu leur montreras beaucoup d'images. J'en ai apporté presque 200. Et puis, je me suis souvenu d'une phrase de Rudyard Kipling que j'aime beaucoup, que voici, très légèrement condensée. Puisque ce sont des enfants, parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants. C'est ce que je propose de faire. Je vais vous parler de bataille, de rois et d'éléphants. De bataille, c'est-à-dire de conflits à la fois stylistiques et politiques, de rois, qu'on a pris l'habitude en France d'appeler des présidents de la République, sans illusion, d'éléphants, ou plus exactement de ce qu'on appelle des éléphants blancs, c'est-à-dire, vous savez que cette expression éléphant blanc désigne souvent des constructions énormes, un peu pharaoniques, monumentales, très coûteuses et pas toujours très nécessaires. Donc les grands projets culturels des divers présidents. Que je soutiens par ailleurs, je prends souvent un peu d'ironie, mais ne croyez pas que j'assassine absolument nos chefs d'État, ni nos grands projets architecturaux. Donc je me propose de revenir sur cette spécificité française qui a beaucoup étonné dans les années 80 à l'étranger, la conduite d'opérations architecturales particulières qu'on appelait des grands projets présidentiels, qui étaient placés sous l'autorité directe, affichée ou pas affichée, mais directe, l'autorité régalienne des présidents de la République. Et je n'évoquerai qu'à peine les projets mitterrandiens, parce que ce sont les plus connus, ils sont assez récents, je pense que vous les connaissez tous plus ou moins, la Bastille, le Grand Louvre, etc. Pour saisir ce phénomène sur une plus longue durée, 6 décennies au cours desquelles se succédèrent 8 présidents, 3 maires de Paris et 26 gouvernements ou majorités politiques issues d'élections législatives. J'ai établi une... Ah non, merci, je ne sais pas ce que c'est pas l'habitude cet ordinateur. Voilà. J'ai établi une sorte de tableau chronologique de cette affaire. En bleu, la droite gaulliste, enfin anciennement gaulliste. En une sorte de mauve, la droite libérale, la droite giscardienne, si vous voulez. En rose, la gauche. Et en orange, le nouveau mouvement macroniste. On lira de bas en haut la succession des présidents avec leur appartenance politique. Donc, présidents de gauche à droite, pardon.
la succession des présidents avec leur appartenance politique, la succession des majorités législatives, la majorité des gouvernements qui en naissent, puisque les gouvernements naissent des majorités, on le sait, puisqu'on est au moment d'affaissement peut-être d'une majorité, donc peut-être de naissance d'un nouveau gouvernement. Et ensuite, en ce qui concerne la ville de Paris, après 1977, avant 1977, la ville de Paris n'est pas indépendante, elle est gérée par un préfet, et la région, après 1986, et la création des régions en France. Donc vous voyez qu'il y a des concordances que rendent assez bien les couleurs, ou des discordances qui sont absolument essentielles dans la menée d'un grand projet culturel. Il y a rarement un alignement. Voici des cadrages que je vais faire défiler très vite sur la situation politique de chacun des 8 présidents successifs. On mesurera la complexification progressive du tableau. De Gaulle, c'est pas... De Gaulle, Pompidou... Ah, pourquoi à chaque fois il se décale? Vous ne savez pas? Bon. Oui, non, mais à chaque fois je suis obligé d'appuyer. De Gaulle, Pompidou, Giscard... Oui, je suis obligé d'appuyer 2 fois. Bon, enfin bon. Mitterrand... Chirac... Sarkozy... Hollande, un alignement considérable, parce qu'Hollande, il a eu un pot extraordinaire, mais il n'a rien fait comme projet culturel. Nous verrons pourquoi. Et la première partie, la première période de Macron, qui était moins alignée. La récente est tout à fait désalignée et discordante. Voici enfin un récapitulatif avec dans le ciel ce que j'appelle le nuage des grands projets de chaque président. En gris, ceux qui n'ont pas abouti. Ah oui, on ne voit pas toute l'image. Enfin bon, peu importe, c'est pas très grave. En gris, ceux qui n'ont pas abouti, le nuage est chargé de projets autour de la période mitterrandienne, et plus clairsemé ailleurs. Je l'ai dit, je ne commenterai pas ceux de Mitterrand, les plus nombreux, car ils sont très connus. Ah merde, c'est vraiment chiant. Enfin voilà. Je me concentrerai pour une fois sur les autres moments politiques. Dans aucun pays du vieux monde, occidental et démocratique, je ne parle pas des Émirats, je ne parle pas du Turkménistan, qui ont aussi leur grand monument présidentiel. Jamais on n'aura vu un président ni un souverain s'engager au point de Mitterrand dans ce genre d'aventure. Si, un seul à ma connaissance, mais il n'avait pas le moindre pouvoir politique à l'époque, et son legs est surtout polémique. Il s'agit du prince Charles, le nouveau roi d'Angleterre Charles, c'est bon, qui sera bientôt intronisé, je crois la semaine prochaine, sous le nom de Charles III, et qui a bataillé de façon extrêmement constante contre le brutalisme, qui a comparé l'action des architectes londoniens aux dégâts infligés par la Luftwaffe d'Adolf Hitler, qui a prôné un retour à l'architecture classique, qui a publié en 1989 un livre, Vision of Britain, et qui a lancé avec un architecte postmoderne qui s'appelle Léon Krier, une ville nouvelle, néoclassique, la ville nouvelle de Poundbury, c'est près de Dorchester, dans le Kent, qui est un des principaux prototypes de ce que les anglo-saxons, anglais et américains, appellent le New Urbanism. La France est une république depuis 1792, irrégulièrement, avec de notables interruptions, l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire, l'État français du maréchal Pétain, puis le gouvernement provisoire de la Libération. Mais elle a été quasiment à temps plein, on pourrait dire à plein régime, depuis l'établissement de la Troisième République en 1871, avec, depuis la création en octobre 1958 de la Cinquième République et l'élection de Charles de Gaulle, une accentuation de son caractère monarchique, alors que la Troisième République était le lieu de constante accommodement entre les partis, etc. Il s'agit aujourd'hui d'une république plus présidentielle que parlementaire, longtemps structurée autour d'un affrontement gauche-droite. Aujourd'hui, les choses se sont un peu complexifiées. Je vais commencer par vous présenter les 8 présidents de cette Cinquième République et leur rapport à l'attitude souveraine. De Gaulle. De Gaulle régna 10 ans, 3 mois et 20 jours. C'était un officier éduqué dans une atmosphère assez monarchiste, épris de grandeur nationale, organisateur de la France libre durant l'occupation allemande. Le thème du président souverain a été martelé dans un feuilleton très célèbre du journal Le Canard enchaîné, à son époque, qui s'appelait La Cour, ou Le Roi, par un dessinateur, un auteur qui s'appelait Roger Fressoz, sous le pseudonyme d'André Ribot, et paru ensuite en 3 volumes avec des illustrations de Moisin. Ça se présentait comme une sorte de chronique de la cour politique, ça pastichait les fameux et très beaux mémoires du duc de Saint-Simon, donc la langue en était très archaïque et très belle.
De Gaulle, souverain, donc, de Gaulle, souverain, donc, plus exactement, réincarnation de Louis XIV, de Roi Soleil. Qu'importe l'année, il faisait répondre moisant aux vœux des courtisans, en janvier 1961, qu'importe l'année, pourvu qu'on ait le siècle. Dans la même veine, cette couverture du Time, illustrant The Perils of Grandeur en février 63, ou cette autre du Spiegel en mars 67. Donc vous voyez, c'est la première, je pense, c'est dans l'histoire française, une des premières irruptions de la figure du président de la République comme sorte de souverain. Pompidou régna 4 ans, 9 mois et 13 jours. Il n'a pas régné un septennat complet puisqu'il a été malade. Normalien, agrégé, professeur de lettres, auteur d'une anthologie de la poésie française, un homme très raffiné, très cultivé, un moment banquier chez Rothschild, il fut ce qu'on pourrait appeler un président bourgeois. Son nom, qui avait selon De Gaulle l'air de se moquer de tout le monde, j'aime bien cette réflexion de De Gaulle, ce nom Pompidou qui a l'air de se moquer de tout le monde, un nom de chat domestique, un nom qui évoquait à d'autres la chanson de Marilyn Monroe, Poupidou. Ces cigarettes accrochées aux lèvres nous livrent un contemporain assez ordinaire, c'est typiquement un homme des années 60. Ceux qu'ont retenu les caricatures, insistant sur ses sourcils, ses joues rondes et sa cigarette. En témoigne une grande gueule du dessinateur de Charlie Hebdo, Morchouane, et puis une très cruelle de Reiser qui était parue en février 1974, 2 mois avant sa mort. Giscard régnait un septennat, 6 ans, 11 mois et 24 jours. Il lui manquait 6 jours. Pardon. Polytechnicien et énarque, inspecteur des finances, est un aristocrate par les femmes, son nom étant un faux nom, puisque son père, Edmond Giscard, avait réussi en 1922 à relever, comme on dit, c'est à racheter le nom des destins, célèbre notamment pour la figure de son dernier détenteur mâle, l'amiral Charles-Henri d'Estaing, guillotiné en 1794. Sa femme, Anne-Émone Sauvage de Brantes, descend des Bourbons et de Louis XV. Malgré l'image très moderne et très familière qu'il entendait laisser, et malgré l'élégance du portrait officiel, qui avait très moderniste, ce portrait officiel par rapport au précédent, celui-là avait été confié à l'Artigue, de ses photographes, il fut souvent caricaturé, lui aussi, en monarque, plutôt en monarque de style Louis XV, par exemple dans cette caricature de Serre ou dans la couverture du Nouvel Observateur que je présente là, qui est du début février 81. François Mitterrand régna 2 septennats, exactement 13 ans, 11 mois et 26 jours. Il fut le dernier président bourgeois de la Ve République, descendant d'éclusiers, de chefs de gare, de petits fonctionnaires, de négociants, du vinaigrier charentais. Sa femme était fille d'une institutrice et d'un principal de collège. 11 fois ministre sous la Quatrième République, c'est un vieux cheval de retour, hein. C'était un routier de la vie politique. Il commit à son portrait officiel Gisèle Freund, portraitiste des grands écrivains, mais il se fit photographier devant la bibliothèque de l'Élysée comme le voulait la tradition. Donc vous voyez, dans cette photo, on prend une très célèbre photographe de la littérature, mais le cadre est quand même un cadre relativement traditionnaliste. C'est le chef d'État français qui revêtit le plus ouvertement les habits monarchiques. Là, vous le voyez en train de se faire photographier, de se faire sculpter le visage. Vous le voyez dans quelques caricatures de Plantu, de tel ou tel. Et jusqu'à se faire qualifier de pharaon, du fait de la pyramide du Louvre, voire de sphinx, du fait de certains de ses traits de caractère. C'est un homme très, très secret, très, très opaque, même à ses amis proches. Certains l'appelaient aussi Tonton. Ce fut donc Tonton Camon qui pour lequel on a enchaîné, ou parfois imitait Ramsès. En 2 septennats, il connut 2 difficultés majeures, 2 périodes dites de cohabitation, durant lesquelles les changements de majorité électorale lui imposèrent des premiers ministres de droite, Édouard Balladur, énarque, puis Jacques Chirac, énarque. Énarque. Qu'est-ce qu'énarque? Vous savez, énarque, le mot désigne les anciens élèves de l'École nationale d'administration, l'ENA, créée en 1945. Elle a donné à la France 4 présidents de la République et 8 premiers ministres. Oui, 8. Elle participe de ce trait de la haute administration analysé par le sociologue Bourdieu dans Les Héritiers en 1964 et dans Noblesse d'État 25 ans plus tard en 1989. Sur cette photo de groupe de la promotion Voltaire,
prise en mai 1980, on reconnaît Ségolène Royal, François Hollande, Michel Sapin, qui sera ministre de l'économie, le futur ministre de la Culture de droite, Denis de Vabre, Jean-Pierre Jouyet, futur secrétaire général de Sarkozy, secrétaire d'État de Sarkozy, le futur Premier ministre Villepin, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une caste qui, en France, dans une large mesure, détient le pouvoir administratif et le pouvoir politique, d'une certaine façon. Édouard Balladur, souvent critiqué aussi pour son côté, comme ça, grand siècle et aristocratique, fut souvent, du fait aussi de certains traits physiques et de sa voix un peu pigeonnante, un peu roucoulante, Énarque, donc, lui aussi, fut souvent représenté en aristocrate, plutôt en marquis qu'en roi, puisqu'il n'a jamais régné, notamment dans cette chaise à planteur par Plantu dans le monde. Il fut battu aux élections de 1995 et ne fut donc jamais président de la République, ce qui avait failli arriver. Jacques Chirac. Jacques Chirac régna durant un septennat puis un quinquennat, puisqu'il a modifié, la Constitution. Exactement 11 ans, 11 mois et 29 jours. Il est issu d'une famille républicaine, classique. Instituteur en Corrèze, directeur d'école, employé de banque. Sa femme Bernadette Chaudron de Courcelles, en revanche, descend de bourgeois anoblis sous le Second Empire, notaire, diplomate, industriel. Énarque, lui, professionnel de la politique, il commanda son portrait officiel à un tout autre genre de photographe, Bettina Reims, la fille du commissaire-priseur Reims et une femme assez célèbre dans les milieux de l'érotisme, je crois, de la photographie de ce genre. Une photo donc déjà plus détendue. En 1969, le couple avait acheté un château en Corrèze. Ce fut néanmoins notre troisième président bourgeois. Avec, chez ce populiste, disons, un goût qui le distinguait de ses prédécesseurs pour la bière, la tête de veau et les séances au salon d'agriculture qu'on appelait les séances au cul des vaches, qu'il a lancé à un niveau tout à fait considérable, beaucoup plus que ses prédécesseurs. Il avait été maire de Paris, il avait été Premier ministre, et s'il n'y a que 12 ans, c'est donc qu'il avait organisé en 2000 ce référendum menant à un quinquennat et non plus à un septennat. Lui aussi connu une période de cohabitation de 5 ans celle-ci, avec un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin. Si on s'est aperçu un jour de son extraordinaire ressemblance avec les masques Kyogen du Japon, qui avaient été exposés au musée du Quai Branly, jamais il ne fut moqué, à ma connaissance, en monarque, sauf par une couverture particulièrement irrespectueuse de Charlie Hebdo en août 1993, que je vais vous montrer que de façon extrêmement rapide, parce que j'ai honte pour vous. Le roi des cons est mort. Je passe. Non, c'est après la mort de Baudouin, le roi belge, je sais, qui était pas un très grand homme quand même, à part ses amours tristes avec la princesse Paola. Donc quand il est mort, je sais quel dessinateur de Wolinski, je crois, a fait cette sinistre couverture, le roi des cons est mort, Baudouin m'a laissé sa couronne. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy régna durant un quinquennat, exactement 4 ans, 11 mois et 29 jours. C'est un avocat et un politique d'origine hongroise, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nodier-Bolza. Il confia son portrait officiel à Philippe Varin. Alors là, on change de genre, même si la photo, ça ne se ressemble pas beaucoup. Photographe des vedettes du show business et du sport. Mais en même temps, il réintégrait la bibliothèque de l'Élysée. Et il offrit une image publique qu'il fut parfois qualifié de bling-bling. Boat people, etc., etc. C'était un homme un peu de cette nouvelle société dont nous participons peut-être. Il se prêta à d'extraordinaires mises en scène de sa propre personne, je vais vous en montrer quelques-unes, comme en décembre 2007, celle-ci en cavalier camarguais. Les photographes, ce qui est beaucoup plus intéressant que la photo faite, les voilà, étant parqués, excusez-moi, entassés dans un chariot, comme ça, extrêmement dense, pour qualifier cette mise en scène. Il a souvent été caricaturé en vizir Is No Good. C'était un personnage célèbre de la bande dessinée autrefois. C'était celui qui voulait être le calife à la place du calife, vous savez, par Plantu, puis par le bédéiste Tabari. Il fut ensuite associé à l'image de Bonaparte, ici dans Marianne, ici dans The Economist, dans Stern et dans Le Point. Donc Bonaparte, Napoléon, tout ça c'est une autre des figures auxquelles renvoie souvent l'imaginaire français. Pourquoi Bonaparte? Bien parce qu'il est petit, parce qu'il est pressé, parce qu'il a une énergie qui frise la nervosité.
par son goût de la communication aussi, l'ambition d'une grande geste épique et d'un pouvoir assez personnel, qu'il a nourri d'amour sulfureuse. Il finit par épouser le mannequin Carla Bruni, avec une couverture bien sûr complaisante et organisée dans Paris Match. Le satiriste Patrick Rambaud lui avait consacré 6 volumes, les chroniques du règne de Nicolas Ier, qui ont 6 volumes de chroniques qui ensuite ont été mises en dessin par Olivier Grochnowski. Même parvenu, notre précieux souverain ne trouva point la paix en lui-même, tant il restait secoué en continu par des nervosités, il ne bougeait que par ressort. Le bonapartisme, qu'est-ce que c'est que le bonapartisme? Le bonapartisme est une des 3 familles de la droite française, telles que les a fixées l'historien René Raymond dans un ouvrage classique de 1954, La droite en France, qui était devenue en 1982 les droites en France. Il distinguait 3 droites françaises, la droite légitimiste, royaliste, plutôt réactionnaire, et contre-révolutionnaire en tout cas, à peu près disparue aujourd'hui, la droite orléaniste et libérale, une famille dite bonapartiste, plus autoritaire, plébiscitaire et plutôt anti-parlementaire. Serait bonapartiste les gaullistes et Macron, serait orléaniste Giscard d'Estaing. François Hollande, donc François Hollande, régna un quinquennat, exactement 4 ans, 11 mois, 29 jours. C'est le fils d'un médecin de province, catholique et d'extrême droite. Il est énarque, comme sa première compagne Ségolène Royal, fille d'un lieutenant-colonel d'artillerie de marine. Vous voyez, ce n'est pas des familles de gauche, c'est des familles de droite, et plutôt d'extrême droite, de militaires, avec laquelle il fit une carrière politique au Parti socialiste. Elle avait été battue par Sarkozy aux élections de 2007, lui élu en 2000, enfin plus tard, fit établir son portrait officiel par le documentariste Raymond Depardon. On change à nouveau complètement d'univers de l'imaginaire photographique. C'est pas très sensible sur la photo peut-être. Il s'était voulu normal, vous vous souvenez? Il a déclaré qu'il serait un président normal. Les caricaturistes ont surtout retenu sa rondeur, sa bonhomie, son indécision aussi. Les photographes fixèrent certains moments de vaillance, tel discours prononcé sous une pluie battante. Il en a fait quantité, sous les pluies. Et puis, Patrick Rambaud continua son travail de sape en 2 volumes de chroniques du règne de François le Petit. Emmanuel Macron, que vous connaissez mieux, il soit difficile à connaître peut-être, régna dans un premier temps pendant un quinquennat marqué par la crise des Gilets jaunes, puis l'épidémie de Covid. Il fut réélu en avril de l'an dernier. Il règne maintenant avec une majorité relative dans une période d'inflation, de tension sociale, avec en plus la guerre européenne ou mondiale qui menace. Pour le moment, il est au pouvoir depuis exactement, j'ai fait calculer Wikipédia, 5 ans, 10 mois et 5 jours. Fils de médecin, d'Amiens, avec une ascendance maternelle assez modeste, chef de gare, femme de ménage, marié à une femme qu'il a connue à l'âge de 15 ans, de 24 ans plus âgée que lui, issue d'une famille de chocolatiers amiénois. Il fut un moment assistant du philosophe Paul Ricoeur. Il était énarque, inspecteur des finances, membre du Parti socialiste, banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande. C'est une figure extrêmement composite, extrêmement singulière. Il a lui-même mis en scène son portrait officiel par Soazig de la Moissonnière, installant méticuleusement, on ne les voit pas sur cette photo, enfin on les devine, je ne sais pas si je peux les faire voir, ouais. Certains objets symboliques, les nourritures terrestres de Gide, le rouge et noir de Stendhal, dont vous savez que le héros, Julien Sorel, est dans la littérature française une figure du provincial ambitieux. Donc c'est extraordinaire quand même de mettre ces 2 ouvrages. Il a mis même un petit signet à une page particulière du livre sans dire quelle était cette page. Il incarne un pouvoir assez personnel, même s'il aime la discussion, et les caricaturistes le placent volontiers, lui aussi, sous la figure de Bonaparte. Encore que perce parfois, sous Bonaparte, l'idée, bien sûr, de Napoléon et l'idée du monarque d'Ancien Régime en général. Oui, c'est un peu lassant tout ça, mais on ne fait pas ça avec un Belge, on ne fait pas ça avec un chef d'État d'un autre pays, un Italien, je ne crois pas. C'est une spécialité vraiment française à laquelle il faut s'habituer et peut-être s'en flatter.
Et puis, donc, l'idée de monarque, voilà, et puis celle du dieu, depuis qu'en octobre 2016, il avait déclaré qu'un pays avait besoin d'un chef de l'État jupitérien. Donc ça, voilà. Passons à d'autres choses. Et on cessons avec les caricatures. Paris. Paris est une ville dense, parce que les grands projets présidentiels, en gros, sont parisiens. Certains ont été émiettés en province, mais ce sont de petits projets, de petits grands projets. Paris est une ville dense, concentrique, développée de manière assez serrée dans la ceinture de ses différentes enceintes successives. Et puis ensuite, du boulevard autoroutier, le boulevard périphérique, qui s'est installé sur l'emprise de la dernière d'entre ces enceintes. On aperçoit bien ses limites, on aperçoit bien ses empreintes. Sur ce document du Grand Paris, du urbaniste Paneret, la ville intramuros totalise environ 2 200 000 habitants pour 12 400 000 dans son aire urbaine. Vous voyez ici, on voit encore assez bien quand même dans l'aire urbaine l'empreinte du Paris historique qui est visible la nuit dans les photos nocturnes. Donc les grands projets, et encore plus si on prend une carte de France. Les grands projets parisiens sont essentiellement... les grands projets français sont essentiellement parisiens. Or, depuis la Révolution, cette capitale était restée sous tutelle de l'État et sous l'autorité d'un fonctionnaire qu'on appelait préfet. Elle élisait un conseil municipal sans grand pouvoir, et ce n'est qu'en 1977, à l'initiative de Giscard, qui espérait voir triompher son ministre de l'Urbanisme, Dornano, mais c'était son ancien Premier ministre et ennemi intime Chirac qui remportait les élections. C'est qu'en 1977 que la ville a été pourvue d'un maire de pleine autorité élu au suffrage universel. Ce fut d'abord donc Jacques Chirac, chef du parti gaulliste, qui avait été Premier ministre et rival de Giscard. Il le resta durant 18 ans, un très long mandat, jusqu'à ce qu'il devienne président en 1995. Un de ses oui, ça c'est les élections. Je suis un peu perdu avec ces images tronçonnées, peu importe. Un de ses agents il a d'abord succédé. Il en fut assis donc durant 24 ans. Et puis la gauche socialiste, menée par Bertrand Delanoë, a conquis la ville en mars 2001. L'exercice du pouvoir régalien devenait plus difficile. Le 25 avril, un mois plus tard, sortait sur les écrans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui, avec ses 32 millions d'entrées de par le monde, marquait le passage de Paris dans l'imaginaire touristique mondial et bobo. C'est intéressant de voir ces concomitances. Il y a vraiment, c'est une chose. Amélie Poulain est un moment clé dans la culture urbaine française, et c'est un peu un hasard, mais les choses ne sont jamais un hasard. C'est une entreprise comme ça de trafic des mentalités, des imaginaires, des stéréotypes urbains, qui est reprise maintenant, depuis 2020, par la série américaine qui s'appelle Émilie à Paris, qui envoie une nouvelle image mondialisée d'un Paris idéal. De Gaulle ne se souciait guère d'architecture. Il avait pourtant toutes les clés en main, mais l'architecture n'était pas tout à fait son problème. Vous voyez, il avait toutes les clés en main, l'Assemblée, le gouvernement, il n'y avait pas de ville de Paris, il n'y avait pas de région. Donc c'était un moment dans lequel le pouvoir d'État était fort, puissant. Il aurait pu agir s'il avait voulu. Mais il a bien sûr inauguré la maison de la radio. On le voit ici, inaugurer la maison de la radio, en déclarant qu'elle était unitaire et circulaire. Et puis avec son ministre Malraux, la maison de la culture de Bourges, on le voit ici avec Malraux et Biasini, le futur secrétaire d'État de Mitterrand aux grands travaux, inaugurant la maison de la culture de Bourges. On l'avait vu en janvier 61 visiter la grande exposition Demain Paris, une exposition d'un Paris un peu futuriste, qui se tenait au Grand Palais et qui présentait notamment le projet de Maine Montparnasse. On voit De Gaulle là devant certains projets du Demain Paris. Je ne crois pas qu'il ait visité celle de 1967 qui présentait notamment l'aménagement du secteur Italie. Paul Delouvrier, préfet qui était en charge du schéma d'aménagement de la région parisienne et des villes nouvelles, a témoigné sur un ton un peu romancé. Je vis le général en premier et en secret, devant une immense carte. Le président de la République manœuvrait les villes nouvelles et les préfectures comme des divisions blindées. Bon, c'est du bidon. Delouvrier, que j'ai bien connu, était un homme de verve et un homme un peu d'esbrouf, tout à fait extraordinaire par ailleurs. Mais enfin, bien sûr, De Gaulle ne manipulait pas les villes nouvelles comme des divisions blindées. Il s'en foutait à peu près complètement, mais j'imagine. Il n'est pas du tout sûr, en tout cas, que De Gaulle se soit beaucoup préoccupé du quartier idéal, malgré cette image de Paris Match que j'aime énormément.
dans lesquels on voit quelques architectes. Alors, c'est des gens que vous ne connaissez pas parce qu'ils sont morts tous, Jacques Calice, Faugeron, etc., etc., Marot. Mais ce sont, on ne voit pas la légende, mais la légende, c'est quelque chose comme 5 architectes sont venus, ou 7 architectes sont venus présenter à De Gaulle leur projet pour la transformation du quartier des Halles de Paris. La transformation qui ne se fera pas parce que c'était en juillet 67, après il y aura 68, il y aura beaucoup de choses qui ignoreront. Mais j'aime bien ces architectes présentant leur plateau de fruits de mer comme ça à un président de la République. L'époque était à tout autre chose, on témoigne de cette double page du même numéro de Paris Match, dans laquelle on voit le préfet Doublet avec un architecte qui s'appelait l'architecte des maisons de la radio, l'architecte Henri Bernard, montrant les grands projets de percée dans la capitale. Il s'agissait à l'époque de construire des autoroutes dans Paris assez nombreuses qui n'ont pas été engagées, sauf une ou deux, la percée Vercingétorix, mais vous voyez, il y en avait plusieurs, c'était comme des grands boulevards autoroutiers qui ont été percés dans la capitale. C'est 67, vous voyez, c'est des choses assez récentes encore, hein, relativement quand même. Et puis un autre projet, c'est le projet qui vous intéressera, vous étudiants, enfin ceux d'entre vous qui sont étudiants, c'est le dernier Grand Prix de Rome français de 67 de Nelka Anne, qui est un projet pour la transformation générale du centre de Paris. Donc vous voyez que le centre de Paris est totalement rasé, c'est le quartier, enfin Dominique Perrault rêverait de faire à peu près la même chose aujourd'hui peut-être, mais enfin il ne peut plus. C'est une transformation radicale selon des critères d'architecture différents du centre de Paris. C'est un peu du genre du plan voisin de Le Corbusier d'une certaine façon, bien que ce soit longtemps après. En témoigne aussi voilà des projets dont on se flattait à l'époque, toujours dans le même numéro de Paris Match. Et puis en témoigne aussi cet ouvrage que j'aime bien parce que c'était une collection qui s'appelait Pour ou contre, dans laquelle sur un sujet quelconque, vous aviez deux auteurs recto verso. Donc vous preniez le livre d'un côté, vous étiez pour, de l'autre côté vous étiez contre, et là c'était pour ou contre la démolition de Paris. Donc l'architecte Henri Dufaux, très célèbre, pour avoir construit des facultés, beaucoup de choses, qui était un bon architecte, était contre, se déclarait pour la destruction de Paris. Et face à lui, Albert Laprade, architecte plus traditionnaliste, se déclarait contre. C'était donc des années où s'était répandue l'idée que la ville, dans son tissu, dans sa morphologie, dans sa sociologie, constituait un patrimoine qu'il fallait préserver. C'est une chose qui apparaissait, qui était apparue déjà en réaction au projet de Le Corbusier, par exemple, dans l'avant-guerre, mais qui commençait à se développer beaucoup. Mais enfin, ça ne se répandait pas tout à fait quand même, ni chez les politiques, ni chez les architectes, ni dans l'opinion. À peine naissait-elle chez quelques théoriciens des questions urbaines. Les premières chroniques donc ça c'est un projet, vous voyez, pour construire autour de Paris une couronne de gratte-ciel. Les premières chroniques d'un critique qui était très brillant, le critique Fermigier, qui était critique de littérature, d'art et d'architecture dans le Nouvel Observatoire, puis dans Le Monde, le montre. Oui, mais je reviens à cette image-là. En 1967, il rendait compte dans le Nouvel Observateur, donc journal intellectuel de gauche, journal pas particulièrement à la solde des promoteurs, hein, de l'exposition du Grand Palais, où s'étalait la maquette du Paris de demain. Ça lui parut un spectacle absolument fascinant. De fait, c'était étonnant. Le paysage à venir, dit-il, grand et cohérent, lui laissait une impression pas défavorable. Oui, c'est intéressant de voir ça parce que Fermigier, quelques années après, sera le principal critique des projets du Grand Louvre, par exemple. Donc il sera un des chefs de file de la lutte patrimoniale à Paris contre la modernité, de cette façon. Et là, le projet ne lui laisse pas une impression défavorable. Vous voyez comme les choses changent quand même souvent sur une génération. Pompidou, avec Pompidou, les choses changent pas mal. La situation était encore relativement facile du point de vue politique. Vous voyez, tout est bleu, Assemblée, gouvernement, président. Les choses devaient changer parce que la transformation des Halles se faisait beaucoup plus pressante. Après le départ du marché pour Rungis, elle était en février 69, et la destruction des pavillons à partir de l'été 71. Et puis aussi parce que l'architecture moderne commençait à être très vivement critiquée par l'opinion. L'opinion de tous ordres, c'est-à-dire à la fois la grande presse et une certaine opinion de savants, d'historiens ou d'architectes. Il avait été prévu que le président visiterait les grandes réalisations d'urbanisme de la région et les nouvelles préfectures, événements suffisamment importants pour que Paris Match lui consacre sa couverture. Donc on équipait, on construisait les villes nouvelles, on construisait les préfectures, on construisait des tribunaux, on construisait des prisons, on équipait. C'est une politique assez différente de celle qu'on a connue après. C'est pas celle de Jacques Lang, par exemple.
Il devait à cette occasion lancer une phrase qui lui serait longtemps reprochée. Il faut adapter Paris à l'automobile, il faut renoncer à un certain esthétisme. Figure qui lui collera à la peau longtemps, bien que bien évidemment, Pompidou était un homme extrêmement sensible aux divers esthétismes. C'était un grand collectionneur d'art notamment. On ne peut pas figer dans le passé, dira-t-il au Monde. Paris n'est pas une ville morte, ce n'est pas un musée à entretenir. Il précisera, nous sommes des conservateurs de civilisation, la difficulté est d'être en même temps des créateurs. Premier grand concours international ouvert qui a été organisé en France, la compétition du Centre Beaubourg a laissé un vif souvenir dans la mémoire des architectes. En juillet 1971, un jury souverain avait choisi, parmi 680 propositions venues du monde entier, le projet que l'on sait, mené par de jeunes architectes qui avaient environ une trentaine d'années. À vrai dire, bon, maintenant, il y a un livre qui vient de paraître il y a 3 mois, absolument extraordinaire, par un Arménien à qui le Centre Pompidou a confié pendant plusieurs années un travail de recherche post-doctorale, et c'est un livre qui raconte en détail l'histoire du Centre Pompidou, notamment l'histoire du concours, et en fait, on découvre que Piano et Rogers étaient en fait totalement préparés et financés par un énorme groupe qui est le groupe d'ingénieurs Overhoop. Donc c'était une chose qui avait été, c'est pas deux petits gars qui se lancent tout seuls, hein, c'est une machine un peu internationale à conquérir un concours. Mais enfin, c'était quand même des jeunes gens qui avaient peu construit et dont le talent était bien sûr immense. Georges Pompidou a déclaré plus tard au Monde « Nous avons eu recours à un jury composé d'architectes et d'utilisateurs universellement connus. Il y avait là Philip Johnson, il y avait là Prouvé, il y avait là pas mal d'architectes américains ou de divers pays, français ou deux comme Émile Ayot. Nous nous sommes inclinés devant leur choix. Pompidou n'était pas très sûr du choix. Il faut dire que le projet tel qu'il était dessiné, tel que vous voyez là, est assez étonnant pour le mode de rendu, et bien sûr d'une certaine abstraction et assez loin du bâtiment tel qu'il a été construit. Et on dispose d'un témoignage indirect et tardif de Richard Rogers dans la biographie autorisée, une biographie très intime, très passionnante, mais qu'il a lui-même. Rogers est un personnage extraordinaire du point de vue psychologique, très douloureux. Ses racines de juif italien, ça en fait une chose vraiment difficile. C'est un homme qui a eu une très grande vie, une vie très difficile du point de vue psychologique. Et Brian Appleyard en a fait une biographie absolument captivante il y a 20 ou 30 ans. Donc il raconte, alors bien sûr il raconte, mais est-ce qu'il se souvient bien de tout ça 50 ans après? Il raconte la première et semble-t-il unique visite des architectes au président de la République. Je ne sais pas ce qu'en dit le nouveau livre, peut-être qu'il les a rencontrés 2 ou 3 fois, mais je ne sais pas. En tout cas, tel que se souvient Rogers, c'est ceci. Pompidou s'adressa à eux depuis un énorme bureau. Il leur parla en termes grandiloquents de l'importance vitale que présentait leur projet pour la nation. C'était la rhétorique de la gloire, en italique, écrit en français alors qu'il était en anglais. Comme il discourait, le projet lauréat était apporté dans le bureau, roulé sur de larges présentoirs. Quand enfin Pompidou regarda à nouveau les plans, il parut troublé, manifestement effrayé. Il quitta bientôt la pièce, incertain de ce qu'il fallait penser de cette rencontre. Bon, c'est comme ça en tout cas que Piano et Rogers se sont souvenus de cette rencontre avec le président de la République française. Pompidou ne s'est pas exprimé, à ma connaissance, il ne s'est pas exprimé, j'en suis sûr, vous voyez, c'était le projet tel qu'il était. Sur ce qu'à titre personnel, il pensait en termes esthétiques du Centre Beaubourg, et c'est au sujet des difficultés du quartier d'affaires de la Défense qu'il s'était résolu à confier au Monde ses fameux propos sur l'art et l'architecture. Très longue déclaration. On a très peu d'exemples comme ça de déclarations très longues et très officielles d'un président de la République sur l'art et l'architecture. Mitterrand en fera, plutôt à la télévision d'ailleurs. Et ça a été publié sur 3 pages, dont une partie de sa une le 17 octobre 1972. C'était notamment après l'apparition d'une chose très traumatisante pour la culture architecturale et politique parisienne, qui est l'apparition des premières tours derrière l'Arc de Triomphe en juillet 1972. Événement qui avait suscité une grande émotion. Les tours montaient à toute vitesse. Elles montaient, je crois, d'1 étage par semaine. C'était un noyau en béton armé coffré. Ça montait à toute blinde. Ça montait comme des asperges au printemps. Je suis, avait dit Pompidou, je suis en ce domaine contre tout nationalisme, pour des raisons de fait. Bien sûr, il peut y avoir des architectures nationales liées au climat ou aux matériaux. C'est le cas des pays scandinaves, comme d'ailleurs des stations de sport d'hiver. Mais au total, l'architecture moderne est internationale. Il me paraît que l'architecture de notre temps est loin d'être médiocre.
Il évoquait les usines, les ponts, les autoroutes, certaines maisons de la culture. Bien sûr, une des grandes réalisations architecturales de De Gaulle, ça avait été les quelques maisons de la culture, celle de Grenoble de Voginski, celle de ceci ou ça, il y en a plusieurs, d'architecture souvent de qualité, surtout Grenoble. La difficulté commence quand on arrive aux habitations, domaine dans lequel les architectes n'ont pas réussi à dominer le problème. On est au pic et au moment de plus grande contestation du grand ensemble, qui vont être interdites 2 ans après, en 1974, par le ministre Guichard. Un dessin plus tardif de Sampé, que j'aime bien, il est de 1977, illustre assez ce contraste entre une architecture de logement d'esprit productiviste, rationniste, répétitif, et les tentatives d'architecture en léger décalage. C'est la légende, je ne sais pas ici la légende, enfin c'est la légende de Sampé, en léger décalage des maisons de la culture. En mars 1973, donc la circulaire Guichard interdira les grands ensembles pour lutter contre la ségrégation sociale par l'habitat. Il interdira aussi les tours et bars. Mais enfin, le succès n'en est pas très grand, etc., comme vous le savez. À propos des tours, Pompidou disait n'en être pas fanatique. Mais c'est un fait, précisait-il, que l'architecture moderne de la grande ville se ramène à la tour. La prévention française, et particulièrement parisienne, contre la hauteur est à mes yeux tout à fait rétrograde. Ainsi, il regrettait qu'ait été tronquée la tour de la maison de radio, à laquelle on avait enlevé 6-7 étages, je crois. Ce fut une erreur esthétique. Et de conclure, voilà ce que je pense dans un domaine où je m'empresse de dire que j'ai mes idées, mais que je ne cherche nullement à les imposer. Et ce n'est que lorsqu'il s'agit d'une entreprise de caractère national, par son objet et son ampleur, comme la défense, que j'interviens réellement. Mais de toute manière, les reproches qui seront faits me seront faits, alors autant que je cherche à faire prévaloir ce que je crois, quitte, je le répète, et cela va de soi, à écouter tous les avis. S'il y eut peut-être en ces années essoufflement de la production officielle, encore pour un temps aux mains des prix de Rome, si la génération qui assurait le renouveau était encore à émerger de l'éclatement de l'ancienne école des beaux-arts, qui avait éclaté à l'automne 68, comme vous le savez sans doute, pour un moment surtout féru de luttes urbaines, sociologiques, linguistiques, psychanalyse ou de recherche historique, le travail se faisait ailleurs, essentiellement dans le logement social et dans les villes nouvelles. Ça, c'est un projet extrêmement célèbre de l'architecte Riboulet, qui est un des derniers projets, genre Timten, qui est le projet pour les villes nouvelles du Vaudreuil. Le premier projet pour la ville nouvelle du Vaudreuil, il n'est pas resté tout à fait identique. Et puis vint un événement qui a compliqué beaucoup les choses, la crise économique consécutive au choc pétrolier d'octobre 1973. À la mort de Pompidou, juste après, le 2 avril 1974, correspondait ainsi l'achèvement du cycle qu'on appelle le cycle des 30 Glorieuses. Il y a une fin brutale, totale, économique, qui n'est donc pas le fait d'un changement idéologique ou politique, même si par ailleurs il y a ces conflits esthétiques ou ces conflits sur les grands ensembles, mais il y a la grande crise qui démarre. Les choses devaient s'accélérer, se compliquer et s'accélérer avec l'élection de Giscard. Les temps postmodernes se profilaient et il fallait les incarner. Lui-même, il allait les incarner. Lui-même, le mot postmoderne, était sur le point d'apparaître. Le livre de Jenks, qui a inventé le mot, enfin, en tout cas qui l'a appliqué pour la première fois à l'architecture, The Language of Postmodern Architecture, c'est publié en 1977. 1977 laisse 2 notions très caractéristiques, postmoderne, c'est-à-dire il faut revenir au passé pour simplifier, et punk, même année. Ça veut dire no future. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, mais il n'y a pas de futur. C'est concomitant. Tout ça montre une espèce de crise du sentiment moderne qui est très frappante dans ces années-là. Donc, au sein de la droite française, c'est le moment d'un basculement politique au sein des gaullistes. Les gaullistes gardent la ville de Paris, ils gardent une partie du pouvoir politique dans le premier mandat de Giscard, et puis ensuite, les choses vont changer. Et c'est l'occasion de certains règlements de compte extrêmement violents, comme à propos du centre Pompidou, que Giscard essaie comme ministre de la Culture Françoise Giroud, la journaliste essaie de ne pas faire construire, essaie d'interrompre, et tous les conflits qu'on sait considérables sur les grands projets de Giscard, c'est-à-dire le musée d'Orsay, les projets de la Villette, etc., qui connaîtront des difficultés considérables à la ville de Paris et qui, pour la plupart d'entre eux, sauf Orsay, ne seront pas construits. Servi par la récession, puisqu'il y a récession, il n'y a plus d'argent, Raymond Barre est Premier ministre, et c'est une période dite
de rigueur économique, Giscard allait vite. Giscard a fait beaucoup de choses très importantes pour l'urbanisme. Défense des espaces verts, suppression à Paris des projets de voies rapides, interdiction des tours, abandon de la tour apogée très très grande de la place d'Italie, qui devait culminer à 180 mètres. C'est pas beaucoup aujourd'hui 180 mètres, mais à l'époque c'était énorme. Protection de l'identité des quartiers, extension au XIXe siècle de la notion de patrimoine. C'est une époque aussi où dans beaucoup de villes, de province ou des régions, les halles métalliques héritées du XIXe siècle étaient toutes en train d'être menacées pour être remplacées par des parkings, et dans lesquels il y a une première tentative d'État de freiner cette démolition des halles, mais des halles de fonte. En ce qui concerne l'urbanisme parisien, un schéma directeur et son plan d'occupation des sols marquèrent le retour à une vision néo-haussmannienne, en gros, c'est des immeubles de 8 étages avec des toits ou des semblants de toits, tous alignés sur la rue, tous faisant un îlot à peu près compact, sans cours, sans traversante, etc. Un tissu urbain à la façon du XIXe siècle, et un vélum de hauteur limité. L'Élysée réunit une réunion interministérielle consacrée à l'architecture en mai 1975, chose unique dans l'histoire de l'architecture française, et en juin, un conseil restreint. Alors, voilà les tours telles qu'elles se profilaient à l'époque. On fit préparer une loi qui a été promulguée en 1977, sous l'empire de laquelle nous sommes encore, qui est la loi sur l'architecture de 1977, déclarant l'architecture une sorte de bien public, etc. Le président s'intéressait de près à ces questions et lors d'un discours qu'il a prononcé à l'UNESCO, je ne sais pas si j'ai une image, je suis un peu perdu, oui, le 20 octobre 1977, à l'occasion d'un symposium de l'Académie d'architecture. Donc, à ma connaissance, le seul grand discours d'un président de la République sur les questions d'architecture. Il déplora des paysages entamés, défigurés, la rupture brutale entre des quartiers historiques encore harmonieux et une périphérie restée informe, des bâtiments trop stéréotypés ou trop gigantesques pour satisfaire leurs habitants, etc., etc. Finalement, un impérialisme des idées et des formes, subjugué que l'on avait été par le dynamisme des États-Unis. Donc il visait, vous savez que Pompidou, si vous vous en souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure, lui défendait l'idée que l'architecture était internationale, qu'il n'y avait aucune barrière. Avec Giscard, non, les États-Unis sont fautifs, le modèle américain ne joue plus, et il propose une architecture dite à la française, articulée à 3 fils conducteurs, une architecture de raison, ça c'est la France, faite d'harmonie des volumes, de simplicité et d'une certaine rigueur, et tournant le dos assez nettement au modèle né outre-Atlantique, froid, impersonnel et volontiers imposant. Une architecture naturelle, fortement liée à l'environnement, le ministère dit de l'équipement était le ministère de l'environnement, et enfin, l'art de la cité, qu'on appelle aujourd'hui urbanisme. Donc vous voyez un changement tout à fait important, caractéristique des années Giscard, caractéristique aussi bien sûr de toute l'époque postmoderne. Ricardo Bofill était devenu conseiller du chef de l'État. Il entendait reprendre en main l'affaire des Halles, Giscard, et décida de faire un jardin, tenta d'imposer divers projets néoclassiques. Vous voyez, c'est ce style qui est un tout petit peu haussmannien, mais qui est aussi d'un autre registre. Mais la plupart de ses intentions urbanistiques furent laminées par la querelle que ses services, ceux de l'Élysée, eurent à soutenir contre ceux de la mairie après l'élection de Giscard en 67, donc de Chirac. Chirac, premier maire de Paris depuis la Révolution française, élu en 77. Retour des gaullistes, retour d'un monde plus volontaire, plus populiste, je dirais, que le monde des énarques. Chirac était énarque, plus bourgeois, plus lié aux finances, qui était le monde des giscardiens, plus traditionnaliste aussi. Alors pour les Halles, conflit pour les Halles, conflit pour le parc de la Villette, ça c'était le projet de parc à la française qu'avait choisi Giscard, qu'elle réussira à l'imposer, mais enfin ensuite il y aura le fameux concours de Mitterrand qui fera passer le projet de Tchoumi, dont on fête les 40 ans cette semaine, je crois. Tchoumi organise à New York une invitation auquel nous ne rendrons pas peut-être, pour fêter à New York le 40e anniversaire de son parc. Là. Donc ça fait déjà aussi longtemps. Et puis ensuite donc et puis pour le fameux projet de la Tête Défense, vous voyez à la Défense il y avait toutes sortes de projets, des projets de paye, des projets de gratte-ciel, des projets de toutes sortes pour la Tête Défense. Cette défense, c'est ce qui était au bout de l'axe et ce qu'on voyait de Paris. Et après plusieurs concours organisés par Giscard, plusieurs concours, 3, 4, 5 concours nationaux avec 12 équipes, 6 équipes, etc.
un jour triomphe ce projet-là d'architecte lillois Villerval, un architecte assez important de Cézanne, qui était un peu vieux à l'époque, c'est un peu la fin de sa vie, qui était un projet qui laissait passer l'axe au milieu, qui était un projet fracturé, un projet miroir, alors que c'était vraiment le projet anti-architectural par excellence, donc que les socialistes feront sauter. Et le ministre Paul Quiès guillotinera la tête défense, le jeu de mots qu'utiliseront beaucoup les journaux. Alors, c'est probablement d'avoir observé toutes ces mésaventures de Giscard qui a conduit Mitterrand, qui est quand même un très fin politique, élu au printemps 81, à négocier avec le maire Chirac. Vous voyez, la situation pour lui n'est pas facile, puisque la ville de Paris et la région, plus tard, lui échappent complètement, et qu'en revanche, et en plus, il a à subir à l'Assemblée, et donc au gouvernement, des majorités de droite chiraciennes 2 fois. Donc c'est une situation extrêmement complexe qui est la raison des véritables guerres absolument passionnantes qui ont opposé l'État et la ville sur la question des grands projets mitterrandiens. Mais enfin, il y a une sorte d'écart tacite que je ne vais pas entrer dans tous les détails puisque je ne me mêlerai pas trop de la période mitterrandienne. L'État construirait de nombreux projets à ses frais dans Paris et au bénéfice de Paris. C'était vraiment très très bien pour la mairie de Paris, à beaucoup d'égards, pourvu qu'on le laisse faire. Ce fut pourtant pas de tout repos. On se souvient notamment de la fameuse bataille de la pyramide, ce qu'on appelait la bataille de la pyramide, mais j'ai dit que je ne parlerai pas de cette période de 40 années, de laquelle on a vu marquée par les actions de l'Institut Monde Arabe, du Grand Louvre, de l'Opéra Bastille, de l'Arche. On voit ici Mitterrand se pencher. C'est marrant parce que c'est tiré d'un film, et dans le film, on voit que Mitterrand se méfie beaucoup du photographe. Donc il va se pencher, il regarde le photographe, il n'est pas content du tout. Il sait qu'il va être photographié dans cette position. Il se baisse quand même, et ça donne cette photo assez comique, une photo secrète, hein, c'est pas du tout une photo qui a été publiée dans la presse. La cité musicale de la Villette, et ensuite, dans le deuxième mandat, la grande bibliothèque. Et lorsqu'il accédait au pouvoir, la scène était à nouveau en train de changer. C'est un peu la fin du postmodernisme qui dure toujours d'une certaine façon, mais dans lequel les effets stylistiques n'ont pas duré très longtemps. Au postmodernisme se substituait une sorte d'éclectisme qui était fait d'échanges internationaux, qui était fait de circulation des vedettes, une circulation mondialisée des vedettes, que les villes commençaient à se disputer, les villes et régions d'Europe notamment, mais aussi après du monde, du Japon, de Chine, etc., ont commencé à payer très cher les quelques architectes vedettes. Ando travaillait ici ou là, Guéry travaillait ailleurs, etc., jusqu'à incarner en quelque sorte la puissance et la modernité de tous ces pays. La campagne Bravo Spain a duré plusieurs années avec toujours des bâtiments architecturaux mis en évidence. Il y avait comme ça beaucoup de pays qui ont fait leur campagne de notoriété et de dynamisme des pays, des villes, sur des petites villes. Amiens a fait ses campagnes avec des bâtiments de Godin ou de Tell, des villes moyennes ont inventé des architectes à grands frais souvent, les bâtiments. Les grands architectes sont souvent très coûteux pour participer de cette nouvelle discipline qui est apparue dans ces années qu'on appelle le marketing territorial, qui n'existait pas avant. D'ailleurs, les grands pionniers du marketing territorial et donc de l'architecture de marketing en France ont été des gens qui avaient fait des études aux États-Unis où ils avaient pris le marketing. Frêche, le maire de Montpellier, qui a fait notamment appel à Bofill, mais à d'autres après. Noir, le maire de Lyon, qui était aussi un homme de marketing formé aux États-Unis. Donc vous voyez que tout ça, c'est une nouvelle culture de développement économique qui s'empare de l'architecture et qui donc privilégie, dans une période où les villes sont responsables, dans une période où les régions deviennent responsables, privilégie la notoriété des grands architectes. Les lois de décentralisation de 82-85, la mise en place du nouveau paysage européen, tout ça y contribue. Et puis, parallèlement, une partie de l'opinion renoue avec un goût pour la modernité. Un des effets des lois de décentralisation a donc été de déplacer la commande architecturale en matière de grands projets culturels vers les pouvoirs locaux. Ce sont à ce moment-là Montpellier qui se payait un opéra, Strasbourg qui se payait ceci ou cela, enfin vous avez vu éclore dans Aix-en-Provence, qui vous appelle à Grégotti, enfin vous avez vu apparaître dans toutes les villes, les capitales de région ou même les capitales de département, des bâtiments de grands architectes, souvent étrangers, ou français comme Portzamparc ou comme Nouvet ou quelques autres.
Toutes les régions se dotèrent de théâtres, d'opéras, de médiathèques, de musées parfois très spectaculaires, faisant appel au volontariat mondial de l'architecture. En même temps, se développait quelque chose qui a à voir, même si c'est fort différent pour nous architectes, c'est les parcs à thème. Les parcs à thème, le Futuroscope de Poitiers, le Puy du Fou, Euro Disney. Beaucoup d'entre eux ont une architecture extrêmement vulgaire, c'est le cas du Futuroscope. Le Puy du Fou, bien sûr, une architecture nostalgique et néo-médiévale. Euro Disney, déjà, c'est différent. Pour les hôtels, ils ont fait appel à quelques stars de l'architecture mondiale. Et puis, bien sûr, certains ont fait appel à des architectes modernes. C'est le cas de l'Auvergne, dans lequel ils ont fait appel pour le Vulcania à pas mal d'architectes. Et le triomphateur a été Hans Hollein, un architecte viennois de grande notoriété à l'époque. Tout ça sur le modèle du Guggenheim de Bilbao, qui a été inauguré en 1997. Giscard, donc devenu président de son Auvergne, avait confié au pré-concours à Hans Hollein son Vulcania. Nick Rodwell, gestionnaire des droits Hergé, avait vendu le label Hergé pour une chose qui ne s'est pas fait, un grand parc à thème à Angoulême, pauvre petite ville qui se serait vue dotée à côté de son clocher par Abadi, d'une fusée de Tintin en plastique peut-être. Enfin, et puis les élus lyonnais pour ce terrible, extrêmement coûteux musée des confluences construit par Copy-Mont-Blau, qu'il a fallu 15 ans pour construire tellement la chose était compliquée, difficile et ruineuse. Et Paris, puisque je dis que je parlais plutôt de musée des confluences, qui est longtemps resté en chantier, qui était une véritable catastrophe du point de vue constructif. Eh bien, Paris, bien sûr, était très largement pourvu en équipement culturel aux frais de l'État. Le président de la République n'avait plus son mot à dire, sauf que Chirac, qui accomplirait 2 mandats, donc les villes de Paris, mais Chirac avait accompli tout bleu là où c'était. Il a vraiment eu plusieurs périodes très très favorables, Chirac. Chirac, où j'en suis, qui accomplit 2 mandats présidentiels, mais avec le socialiste Jospin comme Premier ministre, durant presque 5 ans, avait dirigé la capitale durant 3 mandats. Il se lança dans 2 projets, le musée des arts premiers du Quai Branly et la Philharmonie. Le premier, qui lui a le plus tenu à cœur, construit sur le terrain d'un grand projet méditerranéen qui n'avait pas pu se faire, le Centre de congrès international, qui était un projet transparent, de 3 grands blocs transparents, qui avait été confié à Francis Solaire. On avait dû y renoncer parce que c'est un quartier dans lequel il y avait beaucoup de gens extrêmement puissants qui avaient protesté contre la construction de ce bâtiment. Bien sûr, ce musée du Quai Branly a suscité beaucoup de débats à caractère éthique, scientifique, etc. Mais ça se fait quand même en 6 ans sans conflit politique majeur. C'est une chose qui s'est faite assez vite, inaugurée en juin 2006. La Philharmonie de Jean Nouvel. Il s'agissait d'un très ancien projet giscardien de Cité de la musique à tenir dans le parc de la Villette, qui le concours n'avait pas été lancé. À un moment, Port Parc, qui avait construit une partie de la Cité musicale, espérait qu'on lui confierait la Philharmonie. Il a été contraint de concourir, et c'est Jean Nouvel qui a gagné dans un concours dans lequel ses alliés étaient extrêmement nombreux au sein du jury, il faut bien le dire. Projet extrêmement, très frappant, extrêmement coûteux, extrêmement mal construit par Bouygues, avec un mandat particulier, projet qui est une catastrophe du point de vue constructif et que, comme vous le savez, Jean Nouvel n'a pas voulu inaugurer lui-même en protestation. Bon. Alors, tout ça, c'est un projet qui avait été voulu à la fois par la ville de Paris, à la fois par Jospin, etc. Lancé en 2006, ça a connu certaines péripéties financières et fin 2012, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture de François Hollande, menaçait de stopper le projet. Mais il continua, fort mal construit, sous la forme d'un partenariat PPP, partenariat public-privé, et inauguré par Hollande et par Hidalgo en juin 2015, donc par la gauche, c'est un projet lancé par la droite. Le feuilleton, c'est des pages et des pages, des dossiers énormes là-dessus. Nicolas Sarkozy n'a jamais manifesté de particulière appétence pour les projets architecturaux, même s'il a toujours affecté une grande familiarité avec les architectes. Il a fait 2 discours sur le sujet, l'un avec les stars, les architectes internationaux, qu'il avait après un déjeuner réunis sur le perron de l'Élysée. Donc là, vous avez des Shigeru Ban, des Colas, des Nouvelles, des Zahadi, beaucoup de gens que vous connaissez plus. Ricciotti, Rogers qui n'était pas mort, la japonaise, le groupe Sana, Port-en-Parle, etc., Fuxas, enfin bon, toutes sortes de gens.
à l'occasion de l'inauguration de la Cité de l'Architecture et puis du patrimoine aussi en 2007. « Chère Jean Nouvel, déclara-t-il, nous n'avons pas été d'accord sur tout, mais je sais que cette idée vous est chère. Il est temps de revenir à une architecture humaine, sensible, créative, attentive aux caractéristiques de chaque territoire, aux habitudes de vie de ses populations, aux particularités de son climat, de ses paysages naturels. Une architecture qui parle de l'analyse du réel pour induire une forme plutôt que de plaquer un schéma préétabli sur la réalité. » Donc, un discours complètement creux. Ni Jean Nouvel ni Sarkozy ne s'intéressaient particulièrement à ce type de valeurs, qui étaient des valeurs tout à fait passe-partout. Donc, Sarkozy s'est beaucoup intéressé au Grand Paris, mais enfin, il ne s'intéressait pas beaucoup à l'architecture. L'autre discours fut prononcé donc à l'occasion du lancement à la Cité de l'Architecture, vous connaissez Colas, Nouvel, toujours les mêmes, le 29 avril 2009, de ce qu'il faut bien appeler son grand projet architectural, d'une certaine façon, élargi à l'urbanisme, à l'organisation politique, à l'économie et à un territoire très vaste, celui du Grand Paris. Mais comme vous savez, les difficiles enjeux de pouvoir avec la municipalité parisienne, avec la région, toutes les deux tenues par la gauche socialiste à l'époque, mais aussi les départements ne lui facilitèrent pas la tâche, même si le projet se poursuit, va s'achever bientôt sous la forme d'un grand métro. En fait, le projet, on pourrait dire d'une certaine façon, est un peu tombé en quenouille, quoi. L'absence presque totale des questions culturelles lors de la campagne culturelle de 2007, présidentielle de 2007, la réduction considérable du budget, et même... ah oui, là c'est le Grand Paris. J'ai un peu perdu le fil des images. La réduction considérable du budget et même de l'autorité du ministère de la Culture, qui ne cesse de décliner. Les ministres de la Culture n'ont plus aucune autorité, plus aucun droit de parler, même ils sont totalement sous la coupe du président de la République. Depuis déjà 3 ou 4 d'entre eux, leur nom nous échappe même. La consolidation des pouvoirs locaux, et puis des baronnies provinciales très puissantes. Ici, le film célèbre sur cet extraordinaire film documentaire sur un des plus grands leaders de région constructeurs, c'est le maire de Montpellier, Georges Frêche. L'indépendance de la ville de Paris, par ailleurs largement dotée en monuments, est dirigée par une municipalité ambitieuse au plan architectural, la municipalité de Lannoy. Même se fourvoie quelquefois, comme dans l'affaire des Halles, de la canopée, de son jardin. L'apparition de nouveaux acteurs, notamment les industries du luxe, qui sont très importantes dans la transformation de Paris, elles sont même essentielles, ce sont elles les grands acteurs de transformation de Paris, par leurs bâtiments. Ça c'est le projet de Rondeau pour Billancourt, qui n'a pas pu se faire. Ça, c'est le projet, toujours pour Pinault et Ando, de la Bourse de commerce qui s'est fait récemment. Ça, c'est Arnaud avec Guéry pour son bâtiment. Vous voyez, il y a actuellement, et puis il y en a en quantité en préparation. Actuellement, Paris est en transformation radicale, y compris dans ses immeubles haussmanniens, comme les anciens magasins du Louvre, par des grandes vedettes du monde entier, sous la pression et grâce à l'argent des grandes compagnies du luxe. Pour l'essentiel, puisque aujourd'hui le luxe est notre principal atout économique. Sinon, les choses sont l'État ayant décliné sont construites souvent en PPP, ça a été le cas, donc formal construite, ça a été le cas de cet hexagone du ministère des Armées, ça a été le cas mieux construit, toujours par Bouygues, donc vous avez toujours un peu le même logo, hein, de la cité judiciaire de Piano, qui est un immeuble d'une certaine beauté quand même, d'une certaine élégance, mais dont le choix du site avait fait l'objet de presque 10 ans de conflit entre l'État et la ville, après l'élection de Delanoë. Enfin, les tours qui jaillissaient là sur les franges de la ville, tours portés au début par Delanoë, qui était très désireux de faire des tours. Ça, c'est la fameuse tour d'Herzog et de Meuron qui commence. Ça, c'est la tour de Nouvelle qui est achevée depuis 1 an. Ça, ce sont les tours donc ça renouvelle tous ces projets des années 60, ce que les architectes appelaient le Paris majuscule. Il s'agit aujourd'hui de construire beaucoup de tours dans la périphérie immédiate de Paris. Donc on aura des silhouettes un peu ce genre, sauf que les tours ne sont plus comme ça rationalistes. Elles sont aujourd'hui dans des formes très très différentes. Tout cela a bien changé la donne. J'aurais dû mentionner quelques autres projets présidentiels. Les projets d'exposition universelle, celui pour 89 qui avait été annoncé par Mitterrand en 81 et abandonné en 83, auquel avait travaillé Grimbach, Grégotti, quelques autres. Celui de 2025, annoncé par Hollande en 2016, abandonné par Macron en 2018. Les candidatures avortées pour les Jeux Olympiques de 92, 2008, 2012, finalement retenues pour 2024,
À chaque fois, ce sont des projets architecturaux, des équipements et des infrastructures qui sont en jeu. Mais c'est un fait, et je vais terminer, la notion de grand projet présidentiel n'a aujourd'hui plus beaucoup de sens, en tout cas pour les années à venir. François Hollande, qui régnait, vous voyez, facilement. Il avait sous son emprise rose à peu près toutes les instances politiques. François Hollande n'a pas construit. Il a inauguré à Drancy le mémorial de la Shoah des architectes Diener et Diener, puis le Louvre de Lens, de Sanaa. En juin 2013, le Muséum de Ricciotti à Marseille avec Godin, ce fripouille, il a la tête qu'il a. Une œuvre magnifique par ailleurs. Puis la Cité d'immigration de Bouchain, puis la Fondation Vuitton de Franck Guéry, avec ici Arnaud, puis l'Anneau de la mémoire à Notre-Dame-de-Lorette de Philippe Prost, puis la Philharmonie des Nouvelles, le Musée de l'Homme, rénové par Brochet et Pueyo, la Cité du Vin à Bordeaux par l'agence XTU, le Centre Lascaux 4 des architectes Snow-Eta, le site Richelieu de la Bibliothèque de France, la médiathèque de Brest de Patrick Rubin, la réplique de la grotte Chauvet de Fabre-Espeller, la Cité internationale de tapisserie à Aubusson par l'agence Terre-Neuve. C'est un grand inaugurateur, bien que le malheureux n'ait jamais eu la chance d'organiser un concours d'architecture pour un bâtiment qui représente lui. C'est toujours des bâtiments dont il avait hérité. Mais il a inauguré, alors que Mitterrand n'a inauguré que les siens quand même. Toujours le même protocole, toujours le même pupitre en plexi, et toujours les mêmes deux drapeaux installés à sa droite, rien qu'il ait lui-même commandé, aucun projet qui lui chérit. Donc, comme Mitterrand, il lui choisit les marbres ou les moquettes. Pour être tout à fait juste, et ça c'est une actualité puisque la chose est toujours en développement, il avait commandé à Dominique Perrault une réflexion sur l'avenir à long terme de l'île de la Cité, une étude menée en 2016, donc vous voyez, déjà 7 ou 8 ans, dévoilée mi-février 2017, 3 mois exactement avant qu'il ne quitte l'Élysée. C'est un dur métier que celui de président normal. C'est ce que De Gaulle, alors voilà, c'est l'inauguration de ce projet. Vous savez qu'actuellement il y a un projet pour l'île, que le co-animateur de ce projet, qui était le directeur ou le président de l'Académie de l'Université, qui est maintenant conseiller architectural chez le président de la République, et donc le projet de l'île de la Cité va se développer probablement assez importantement, mais c'est Sarkozy, c'est le président de la République actuel, s'il reste au pouvoir, qui en bénéficiera. J'aime beaucoup cette phrase qu'avait déclarée De Gaulle dans une conférence de presse de l'Élysée en septembre 1965. Il avait appelé ça « inaugurer les chrysanthèmes ». D'ailleurs, avait-il dit en parlant de lui, bien sûr à la troisième personne, il n'est pas toujours... D'ailleurs, qui a jamais cru que le général de Gaulle était appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes. Donc, ce pauvre Hollande a inauguré des chrysanthèmes pendant toute sa vie. Je parlerai peu d'Emmanuel Macron, car il a peu agi en ce domaine lors de son premier quinquennat. Le second est assez difficile. Mais je me souviens que 2 ans avant son élection, le 8 juillet 2015, il avait déclaré au 1, l'hebdomadaire Le 1, qui titrait un philosophe politique, ceci. La démocratie, la démocratie souffre d'une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent, c'est la figure du roi. Donc je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures, c'est toujours lui qui parle. Ce sont des monarques, ce sont des moments napoléoniens et gaullistes notamment. Pour le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace. Plus tard, visitant le 5 avril 2018 la basilique de Saint-Denis, où reposent les souverains français, il énonçait qu'il fallait penser à inclure des lieux symboliques de la construction du Grand Paris. Mais malheureusement, il n'y a pas réussi. Était cela l'aveu d'un désir de construire? Était cela le désir de laisser son nom dans l'histoire de l'architecture? Comme c'est des styles, style Louis XVI, Directoire, Empire, style Macron. Il n'a même pas tenté. Et mon exposé visait à vous expliquer pourquoi. Pourquoi les projets parisiens de ce chef d'État ont été... projets parisiens
de ce chef d'État ont été exceptionnels et en quoi ce moment historique que nous avons connu il y a 40 ans est peut-être susceptible d'être reproduit, et peu susceptible d'être reproduit. Il aurait pu, si le parti de Macron avait conquis Paris, il n'a pas pu pour l'histoire sexuelle lamentable de Benjamin Griveaux, notamment, s'il avait, pourquoi pas la région, s'il était revenu cette configuration politique inédite, une configuration politique stable, monopoliste, qui aurait pu à nouveau offrir au chef de l'État des perspectives bâtisseuses, même si l'État est moins riche, même si les régions et les villes ont elles-mêmes maintenant beaucoup de moyens, ou en tout cas ont entrepris beaucoup de choses. Le Grand Paris s'est dissous, il ne reste plus qu'un réseau de métro, d'ailleurs utile. Les Jeux Olympiques sont une affaire partagée avec les villes et la région, sans grands investissements architecturaux d'ailleurs, on en parle peu en termes d'architecture. Et puis, il arrive donc que certains grands projets, comme je l'ai dit, suivent leur cours. Et en novembre 2017, après l'inauguration du projet de la Cité, vous vous en souvenez, en avril 2019, l'incendie de Notre-Dame allait précipiter les choses pour l'île de la Cité. Macron fit son affaire. Le transfert d'une partie du palais de justice dans le gratte-ciel de Piano, de gisements d'espace souterrain considérables dans l'île de la Cité, repérés, peu utilisés, ces espaces repérés par Perrault, le réaménagement de l'ancien hôtel Dieu par Anne d'Émiance et la nécessité pour la ville de Paris de retaper le parvis de la cathédrale en cours de restauration, l'organisation d'un concours à cet effet, qui est présenté au public en septembre, le choix de l'équipe de Basse-Messe, tout ça, le fait que Bellaval est devenu conseiller à la culture du président, fait que peut-être vont redémarrer une sorte de projet présidentiel dans une certaine... Oui, j'ai raté les images, enfin peu importe, tout ça c'est un peu... Voilà. Donc merci, vous voyez un petit peu ce panorama complexe de la vie politique et de ses rapports avec l'architecture, au croisement des modes, des opinions et des ambitions personnelles des hommes d'État. Merci. Moi, j'ai un peu bafouillé, mais je suis un peu fatigué. Et je bafouille souvent, d'ailleurs. Merci, François Salin. Je pense que c'est traditionnellement, il nous reste un peu de temps pour quelques questions. N'hésitez pas si vous avez une question ou deux, d'éclaircissement sur la conférence, ou d'ouverture pour d'autres choses. C'est le moment. On a un quart d'heure devant nous, on peut en profiter. C'est vraiment une spécialité française, hein, à part les grands pays tyranniques, parmi les démocraties, je crois, je ne connais pas d'exemple autre, peut-être en d'autres temps, peut-être, je ne sais pas, mais c'est une spécialité française que ce désir et cette capacité des chefs d'État, avec efficacité, souvent avec brio d'ailleurs, d'intervenir dans le domaine de l'urbanisme, et notamment de la capitale. Georges. Oui, François, d'abord te remercier d'être venu, personnellement. Et une première confidence, avant de te poser une question. J'ai été absolument ébloui par ton ouvrage sur l'ambassade de Hollande à Berlin. C'est une lecture absolument subtile, comme j'en ai rarement lu dans un travail de critique d'architecture et d'analyse architecturale d'une œuvre contemporaine complexe et difficile. Ça m'a éclairé profondément, donc je voulais t'en remercier publiquement. Et ma question, c'est, dans ce panorama impressionnant et drôlatique, enfin avec ton humour, en s'appuyant sur cette spécificité française aussi, des caricatures, etc., que je trouve très riche et qui informe énormément aussi sur ce rapport entre la lecture du public, on va dire, sur ces rapports entre l'architecture, la politique et le pouvoir. Pourquoi tu as effacé les projets mitterrandiens? Parce que je supposais qu'ils étaient assez connus, et que les projets gaullistes ou pompidoliens, on s'en souvenait plus bien, et que c'était un moment... J'ai fait 2 livres au moins sur les projets. J'ai fait un sur la Grande Arche et un sur les projets de Pompidou. Et à vrai dire, ça me pompe un peu l'air, quoi. Hein. Je préfère respirer des airs différents que toujours parler de ça. Donc, déjà, je fais cette conférence pour la 2e fois. C'est pénible de faire une conférence 2 fois, comme faire un cours 2 fois. Oh, tu avais carte blanche. Oui, j'ai carte blanche, mais bon, je travaille, il y a d'autres choses. Et donc, je ne souhaitais pas parler des projets.
je pense que c'était pas utile, on les connaît, on les a tous en tête. Et on a un peu en mémoire, même les jeunes, je pense, ont un peu en mémoire des querelles formidables, très pittoresques. Mais c'est vrai que, bon, j'ai fait des conférences, par exemple, sur les polémiques du Grand Louvre, j'ai fait des conférences sur les querelles de presse autour de la Bibliothèque de France. Il y a des choses extraordinaires à raconter, c'est extrêmement pittoresque, finalement, ces querelles à la fois grandes, parce qu'elles touchent à de grandes choses, à une grande chose. Construire une très grande bibliothèque, c'est un projet magnifique. Et en même temps, les malentendus, des coups de sabre obliques, l'incompréhension totale de la presse. La presse ne comprend jamais rien. Jamais rien. Elle comprend un peu les questions politiques. Elle ne comprend rien aux projets architecturaux tant qu'ils ne sont pas matérialisés, quoi. Donc sur le Grand Louvre, sur la pyramide, c'est absolument magnifique de lire ce qu'écrivaient les gens, ou sur la grande bibliothèque de France. Et effectivement, c'est un bâtiment qui a beaucoup changé, puisqu'il était très transparent au début, qu'il n'a plus été, etc. Mais voir combien des gens se laissent berner, menés par le bout du nez, c'est extraordinaire, quoi. Je serais un très bon conseiller pour Macron, hein, il faudrait des gens qui soient plus puissants et qui se démerdent avec les manifestants comme lui, tout ça. Parmi les trois musées que j'ai envie de vous citer, Quai Branly, l'INSERM et puis la Fondation Vuitton, je ne sais pas si on peut la classer dans la catégorie musée. Quel est parmi ces trois bâtiments celui que vous avez envie de défendre, d'assassiner ou de... Je ne suis pas un assassin, mais le musée de Branly est un musée que je n'aime pas pour plusieurs raisons. D'ailleurs, j'ai écrit un livre entier sur Nouvel, c'est des articles que j'ai fait sur lui, ça fait 30 ou 40, j'ai fait le premier article que j'avais publié sur Nouvel. Et après Branly, j'ai arrêté. J'aurais dû faire comme sur la Philharmonie, mais Branly est pour moi un bâtiment décevant, parce que d'abord, Nouvel, il manifeste d'une façon qui, moi, me choquait son manque de culture constructive, son insouci de la question constructive. C'est un décor, comme un décor de théâtre ou de cinéma, ça c'est une chose qui me gêne un petit peu. Je peux l'admettre dans certains cas, je l'admets mieux la Philharmonie de cette façon. Et aussi parce que je trouve que Branly véhicule des poncifs et des stéréotypes de la mémoire collective. J'emploie mon colonial pas du tout dans un site du côté péjoratif. Hein. L'idée qu'il y a des grandes caisses, des bois, des bambous, des roseaux, je trouve que c'est primaire comme rhétorique. J'ai beaucoup aimé Franck Gehry, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas fréquenté, mais rencontré tous ces bâtiments, beaucoup de ces bâtiments dans pas mal de pays du monde. Je trouve que le bâtiment de Gehry fait pour Vuitton est un bâtiment qui souffre de l'argent, qui souffre de ce rêve inabouti de construire un bâtiment léger qui ressemble à des voiles, alors qu'on sait que le verre ne ressemble pas à des voiles, parce que le verre pèse des tonnes. C'est une chose qu'avait déjà compris à ses dépens. Je ne sais pas quelle scène qui faut entourer sur sa grande arche, le grand système de vagues qui va entourer toute la grande arche pour créer une sorte d'échelle intermédiaire. Et puis, je ne sais pas quelle scène, ce fut un bon architecte qui n'avait pas du tout en tête combien pèse le verre de très grandes échelles. Donc il n'a pas réussi, puis il a fait des trucs comme un étudiant avec des pavillons de sa femme, il a fait des petits chapiteaux, il a fait des maquettes humaines avec des petits bateaux, des petits bas tendus, puis finalement, après sa mort, il a fait ce que vous connaissez, la grande toile, qui a certains mérites, mais enfin que je sais quand même que certains ont comparé à un panty. Ça s'appelle un panty, hein, parce qu'il y a des petites, ça ressemble un peu à une espèce de culotte, quoi. Enfin, moi j'aime bien cette bâche, j'aime beaucoup l'arche. Hein. J'aime assez cette bâche-là, je dirais qu'elle a quelque chose, je pense que Schweitzer n'aurait pas aimé. Son côté high-tech, son côté perforé de rond, tout ça, qui introduit un type de narration qui n'a pas grand-chose à voir avec la pureté virginale de l'arche. En revanche, j'aime beaucoup le bâtiment de Ricciotti, pour des raisons diverses. Je considère un très long article, donc je l'ai vraiment bien étudié, j'ai su surtout aller, j'ai fait beaucoup de dessins sur ce bâtiment. Et c'est un bâtiment que j'aime beaucoup parce que, au-delà du discours de Ricciotti, qui a un côté souvent approximatif, un peu agaçant, etc., parfois, souvent, au-delà du caractère bâclé de pas mal de ses œuvres, je trouve, enfin, on construit beaucoup, hein, c'est un bâtiment qui est d'une puissance, de présence, dans un des sites que je préfère en France, le Vieux-Port de Marseille, c'est un site que j'aime énormément. Cette Kaaba pleine, qui paraît être une espèce de
la brutalité, en fait, est un lieu prodigieux quand on y entre. Sa relation par la passerelle à l'ancienne forteresse est une chose tendue comme ça, très efficace, très impressionnante. La fréquentation populaire est inouïe. C'est un lieu c'est le seul bâtiment que je connaisse qui attire, comme Beaubourg, mais qui attire, Beaubourg n'attire pas la banlieue. Ça attire tout le monde de Marseille. Les gosses viennent se baigner, c'est quelque chose. Enfin, pour moi, c'est bouleversant. C'est un bâtiment bouleversant. Alors, il a des défauts. Si vous y entrez, vous voyez bien que vous ne savez pas comment entrer, il ne vous quitte pas bien au rez-de-chaussée. Ensuite, les conservateurs se plaignent de ce que la lumière y entre n'importe comment. Ils ont parfaitement tort, ils ont qu'à mettre des rideaux. C'est magnifique, quand la lumière entre dans une exposition, il n'y a qu'à fermer un rideau, puis on ouvre un peu, puis on a un peu de lumière qui entre. Et ça, ils n'ont jamais fait, parce que les conservateurs aujourd'hui ne rêvent que de ce qu'ils appellent le black box, ou white box, et plus, enfin de la boîte étanche qui manipule complètement avec des lumières, comme ici. C'est idiot, parce que quand on est à Marseille, qu'il y a le Mistral, qu'il y a le soleil si prodigieux, etc., pouvoir se saisir quelquefois un tout petit peu de lumière, et puis on a un rideau si on n'a pas de lumière. Je trouve que les reproches qui lui ont été faits quant à la fonctionnalité sont erronés. Je le pense vraiment. Hein. Enfin, c'est un bâtiment que j'aime vraiment beaucoup, celui-là. Et je le connais assez, j'ai vu plusieurs fois quand même. Est-ce que la loi de décentralisation, c'est un facteur de déclin de l'initiation de ces grands projets? Ah bien sûr, parce que puisque l'argent n'est plus à l'État, l'État n'a plus d'argent, plus beaucoup. Une partie d'argent est gérée par l'Europe, en amont. Une partie d'argent est une partie du règlement, une partie de beaucoup de choses. Hein. Et puis une partie des choses sont gérées dans les régions, sont gérées dans les départements, sont gérées dans les communes. Donc il y a une moindre puissance. Le ministère de la Culture est une structure, si vous avez visité le ministère de la Culture, vous verrez, c'est une structure qui est assez vide. Hein. Vous n'avez pas le sentiment que vous êtes dans un ministère comme à l'époque de Jacques Lang, surpuissant, avec partout des jeunes énarques qui savent faire des tas de choses. C'est une structure très affaiblie. Et beaucoup de ministères sont très affaiblis comme ça, parce que d'une part, ils gèrent un patrimoine énorme, avec des ressources moindres. Qu'en plus, la population des musées vieillit. C'est-à-dire que, pour un musée comme le Centre Pompidou, l'ensemble du personnel de Pompidou a vieilli avec le bâtiment. Le bâtiment a été ouvert en 77, peut-être, je ne sais plus très bien. Enfin, mettons que ça fasse une quarantaine d'années. C'est une population qui vieillit, c'est que soit vieillit est moins efficace, elle coûte beaucoup plus cher. Ses salaires ont beaucoup cru. Donc la masse salariale est énorme. C'est un problème dans toutes les institutions. Quand la population vieillit, la masse salariale est énorme, donc il n'y a plus d'argent pour agir. Après, la partie, à la retraite, enfin, vous voyez, il y a des moments comme ça. Et puis, il y a le fait aussi que même s'il y a la manne touristique considérable qui fait que les touristes viennent immensément visiter les musées, comme le Louvre, tout ça, il y a aussi une sorte de désaffection actuellement pour la question culturelle. Pas de la part du touriste, mais de la part de chacun d'entre nous. Enfin, toutes les études qui ont été menées récemment, qui sont extrêmement troublantes sur les pratiques culturelles des Français, on a eu d'assez importantes, qui ont été menées il y a plus de 5 ans, à l'initiative du ministère de la Culture, sont très angoissantes parce qu'elles montrent qu'il y a une désaffection très grande, en tout cas des nouvelles générations, pour les pratiques culturelles classiques, qui sont le cinéma, ils n'ont pas le blockbuster, mais le cinéma de qualité, qui sont musique, qui sont musées, etc. Ça baisse. Ça baisse de façon inexorable, parce que c'est lié à des générations qui pratiquaient ça, les nouvelles ne pratiquent pas. Elles ont d'autres modes culturels, pas seulement liés au virtuel, mais en partie, elles ne pratiquent plus. Donc c'est pourquoi, dans cette situation qui devient extrêmement angoissante, parce que les musées n'ont plus de visiteurs, beaucoup moins d'argent, donc beaucoup moins de rentrées, on est dans une situation actuellement assez difficile, ce qu'on appelle un effet de ciseau, vous voyez, vous avez moins de rentrées et vous avez plus d'argent à dépenser. Donc c'est une situation actuellement difficile pour beaucoup. On ne parle pas des grands équipements qui attirent la manne touristique, mais les touristes ne sont pas n'importe où. Mais ça fait un peu mondial. C'est pour ça que le gouvernement actuel a tenté depuis quelques années, avec certaines difficultés, de lancer des choses comme des passes culture, pour essayer de trouver. Mais c'est pour ça aussi que beaucoup de villes, de droite comme de gauche, et des villes écologistes aussi, Bordeaux, peut-être pas Strasbourg, je crois, en tout cas Grenoble, beaucoup de villes commencent à fermer leurs musées, fermer leurs opéras, en tout cas fermer les crédits. De façon drastique, qui mettent vraiment, qui inquiètent beaucoup les gens qui ont l'habitude de l'opéra. Mais c'est vrai que l'opéra, ça ne marche pas. Quoi.
population totalement figée et totalement vieillissante. Et les villes en sont soucieuses, parce que les villes sont soucieuses d'apporter des satisfactions culturelles liées à leur population. Et des populations qui ont changé en plus. Des populations d'accueillir beaucoup plus d'immigrés, beaucoup plus d'autres types de motivation. Vous avez parlé de plusieurs chantiers au cours du décennie et avec plusieurs présidents. Et quels sont pour vous les motifs récurrents qui justifient ces grands chantiers? C'est que, comme je vous montrais qu'à l'époque de Gaulle ou de Pompidou, c'était l'époque de rétablissement, c'est ce qu'on appelle des 30 glorieuses. C'est l'époque qui est après la guerre, on parle d'un pays ruiné, d'un pays très fatigué, mais on reconstruit. On construit du logement, on construit des équipements, on construit des routes, des autoroutes, des aéroports. Donc c'est une préoccupation légitime. On se soucie assez peu de construire autre chose. Et puis il y a des moments où apparaissent, par exemple, des insatisfactions dans les questions urbaines. Face aux grands ensembles, le grand ensemble enthousiasme à un moment. Les architectes, mais aussi les populations qui s'installent. Les gens envoient des cartes postales à leur famille en Auvergne, regarde, j'habite ici, ils mettent une croix sur une immense façade HLM. Ils sont contents. Puis rapidement, les choses apparaissent plus difficiles. Donc vous avez des moments dans l'évolution des besoins, l'évolution de ce que produit l'État, en termes architecturaux ou urbanistiques, et des moments aussi dans le regard que portent les gens sur les divers types d'activités autres. Donc tous ces flux, qui sont assez nombreux, et c'est parfois de la même temporalité, mais parfois sont en conflit, créent des occasions ou des occasions de fait ou même pas de. C'est vrai que personne n'a envie d'avoir un nouveau musée à Paris. Je ne veux pas ce qui manque. Enfin, c'est pas criant. Hein. Donc, c'est pas la peine. On a du mal déjà à mettre ce qui existe. Donc, à Strasbourg, je ne sais pas s'il y a un manque fécond. Il y a l'opéra, il y a des musées en quantité. C'est pas des problèmes urgents que pose l'époque. Il y a d'autres problèmes que pose l'époque. Donc tout ça, ça pose à nous, à vous, architectes, des questions qui varient complètement. Ce n'est pas du tout face au monde et aux préoccupations. Donc c'est pas trop la peine d'apprendre, sauf si vous êtes une grande star mondiale à dessiner un opéra de 3000 places. Peut-être pas. Mais peut-être parce qu'une interrogation est finalement dans mon calendrier mémoriel de l'histoire de ces constructions, c'est peut-être la réponse est dans les projets mitterrandiens, parce que vous n'évoquez pas du tout des projets tels que la Cité des Sciences ou la Gare d'Orsay, enfin des projets où le musée des Cité des Sciences, c'est un projet, oui. Qui sont des projets finalement, oui. Non pas des constructions, mais de projets de réaménagement. Et du coup, est-ce que c'est... Ah oui, ça c'est très particulier. Est-ce que c'est autre chose? Oui, ça c'est une chose. Bon, ça c'est donc les années Giscard, même si ce n'est pas Giscard qui les a achevés. Donc dans les années Giscard, se posaient plusieurs problèmes. D'une part, Paris se trouvait avec d'énormes équipements vides. La gare d'Orsay, construite en 1900 par un architecte magnifique, pompeux, qui avait déjà fait la gare d'Orléans aussi, c'est le premier le plus fastueux des construits de Rome. J'ai un truc aussi. Enfin bon, Dalou. Donc là, vous avez un bâtiment magnifique qui était abandonné depuis longtemps. C'est une gare qui avait servi pour l'expo de 1900 et elle ne servait plus que comme gare de province pour aller dans des d'Orléans, quelque chose sans importance. Il avait été programmé de la détruire, il y avait un concours pour construire un grand hôtel, on connaît le projet du Corbusier notamment pour ce grand hôtel, puis les choses n'étaient pas faites, et puis, ces années-là naissait le sentiment patrimonial. Donc naissait l'idée que, en fait, c'était pas moche. Alors que jusqu'à là, les architectes pensaient qu'il fallait détruire ce genre de cochonnerie beaux-arts. Les gens étaient très hostiles à ça, on ne le mesure pas. Donc, on commence à fréquenter aussi par le guide du théâtre, comme les Halles. C'est qu'il y a un chapiteau qui se met là, de Jean-Louis Barrault, longtemps sur le chapiteau. Il y a des films qui sont filmés là, il y a un film d'après Kafka par Orson Welles, je ne sais plus comment il s'appelle, le procès, je crois que c'est le procès. Donc ça commence à pénétrer la mémoire et on commence à trouver ce lieu est prodigieux. Quoi. On y entre, on le voit abandonné comme une grande cathédrale, etc. Donc on se sent responsable. Alors il faut trouver qui met.
Giscard a l'idée, que Giscard est très très amoureux du XIXe siècle, et donc il a l'idée de mettre un musée du XIXe siècle. Il n'a pas le temps de le faire. Quand il part, Mitterrand pense arrêter ce projet pour faire place au sien. Et puis, un certain nombre de gens à gauche, notamment une série historienne communiste qui s'appelle Madeleine Robert-Rioux, se disent qu'on peut faire un musée du XIXe siècle qui ne sera pas un musée de la peinture pompière. Il s'agit aussi de récupérer toute la peinture, pas seulement l'impressionnisme, qui était ailleurs, mais plutôt la peinture ou la sculpture qu'on appelait pompière, donc académique, les grands machins. On dit non, on va faire un musée du XIXe siècle aussi des ouvriers. Donc ils pensent, comme elle dit, on change complètement le projet. Finalement, ça ne marche pas. Le projet a été engagé depuis longtemps et tout le monde des conservateurs et des gens d'art impose le musée de l'art. Pour l'essentiel, un peu l'architecture, mais essentiellement peinture et sculpture. Et puis, des querelles ont lieu pour savoir quand s'arrête le XIXe siècle. Est-ce qu'il s'arrête à Picasso avec les Demoiselles d'Avignon 1917 ou est-ce qu'il s'arrête à tel ou tel endroit? Est-ce que ça veut dire qu'on va dépouiller le Louvre d'une partie de ses collections pour le mettre là? Donc vous voyez, c'est l'histoire d'un projet assez compliqué parce que c'est à la fois le regard qu'on porte sur l'art du XIXe siècle, le regard qu'on porte sur le bâtiment et le regard qu'on porte aussi sur la réhabilitation du bâtiment. Pour l'autre projet dont vous parlez, le projet de Cité des sciences de la Villette, c'est un peu la même chose. Cité des sciences de la Villette, dans les années gaullistes, on lance un gigantesque abattoir, le plus grand du monde, peut-être dans Chicago, il va voir mieux, enfin, en tout cas, le plus grand d'Europe, très très grand, national. Donc tous les animaux de toute la France vont se faire abattre là. Et puis repartir ensuite. Un grand frigorifique. Entre-temps, réforme complète du système d'abattage, on décide de créer des marchés d'intérêt national, des mines, dans pas mal de régions, avec des abattoirs importants dans pas mal de régions. Donc, faillite, énorme faillite, une des plus grandes faillites de la commande publique en France, faillite, scandale de la Villette. On avait déjà construit un abattoir, qui était énorme, la partie vraiment abattoir. On se demande qu'en faire. On possédait un grand musée des sciences, dans le Grand Palais, le musée des sciences qui s'appelle le projet Palais de la Découverte, qui n'avait pas été retapé depuis le Front Populaire, il ne marchait pas très bien. Des vieilles démonstrations, quand on était enfant, on appuyait sur un bouton, il y avait un éclair, c'était des trucs devenus ringards, et donc on décide d'investir, c'est Giscard je crois déjà, dans un grand musée des sciences modernes. Mais comme Giscard est balancé, ces architectes, je crois que c'est... Non, c'est l'architecte lui qui a été conservé. Oui, qui a été choisi par Giscard. La chose se fait, mais elle se fait avec retard, c'est très bon, elle s'achève 6-7 ans après. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est aussi, c'est à la fois se projeter dans le futur pour faire un grand musée des sciences pour la jeunesse, principalement, mais aussi, c'est pas un musée, c'est plutôt un lieu, je ne sais pas si vous savez, c'est plutôt un lieu d'expérimentation et de pédagogie. Pas un musée au sens, c'est pas des collections qu'on voit, des choses extraordinaires, modernes. Et puis, en même temps, c'est aussi l'idée qu'un bâtiment comme ça qui a été construit, au lieu d'envoyer la ferraille, eh bien, on va tenter d'en faire quelque chose. Ce qu'on fait, bien sûr, avec des difficultés, parce que c'est très compliqué d'installer un musée dans un abattoir, mais enfin, ça c'est clair. C'était clair? Merci. 20h10.